Je m'appelle Nicolas Rochette, je viens de Montréal et je compte depuis une quinzaine d'années. Je m'appelle André Lemelin, je viens de Sainte-Terre en Abitibi et je raconte des histoires depuis une bonne vingtaine d'années. Aujourd'hui, André Lemelin et moi, on se rencontre pour jaser de contes. Pour lancer la discussion, on a amené 3 objets qui représentent pour nous les 3 sujets dont on va vous parler. Vous écoutez Vide ton sac, tête à tête autour du conte, un balado de la Maison des Arts de la Parole. Moi, j'ai apporté une pinte de lait comme premier objet. OK. Ouais. Parce que, en fait, c'est une longue histoire. Je vais essayer de la raccourcir, là. Mais en 2010, il y avait eu une campagne nationale de lait au Québec. Puis, il y avait engagé des artistes de différentes disciplines, des arts du cirque, du théâtre, puis des conteurs. Et c'était une campagne nationale. Puis le thème, en fait, c'était le lait est réconfortant. Puis nous, ce qu'on faisait, c'était dehors, ça se passait dehors, on faisait des animations pour réconforter. C'était très familial. Puis évidemment, derrière l'idée que le lait est réconfortant, c'est un peu le nourrisson qui se nourrissait au sein maternel. Et pour moi, en fait, le lait, la campagne de promotion du lait à cette époque-là est un peu à l'image du conte, comme moi je le vois aujourd'hui. Le conte est réconfortant. Le conte est bienveillant. Puis les conteurs sont gentils. Je sais pas si toi, tu vois un peu... Oui. Ouais. Surtout que, tu sais, dans mes premiers contacts avec le conte, j'ai rencontré tes contes urbains, qui étaient tout sauf réconfortants et gentils. Ouais. Ça n'a pas dû toujours être facile, j'imagine. Non, c'est ça, faire des contes urbains. Puis évidemment, des contes urbains, on s'entend, c'est pas des contes qui se passent en ville. Oui, ils peuvent se passer en ville, mais c'est plus des contes décapants. Des contes où la fée et le chevalier ont été remplacés par des sans-abri et par des prostituées. Donc, c'est vraiment un conte qui a une prise de parole très forte. Ouais, c'est ça. Mais on pourrait se demander pourquoi que le conte est bienveillant, puis pourquoi que les conteurs sont gentils. Par exemple, contrairement, mettons, à la danse contemporaine, où les danseurs arrivent à moitié nus puis qui se tirent sur les murs pendant que les chiens jappent. Pendant que les chiens jappent. Oui, pendant que les chiens jappent. Okay. Oui, il y a une pièce, à un moment donné, il y a un chien qui jappait, puis il avait emmené un enfant qui pleurait. Un peu comme pour déranger le public, là. Mais tu sais, j'ai l'impression que si on veut être réconfortant de même, c'est probablement en partie parce que on essaie de se sortir du lot. Tu sais, l'espèce de... l'émergence constante du conte depuis une vingtaine d'années. Puis j'imagine, hein, mais que en danse contemporaine, c'est facile. T'as le grand secteur de la danse qui date, qui est tes assises. Puis j'imagine qu'on dans notre beau milieu, si on veut se créer ces assises-là, on s'est dit qu'il fallait pas trop déranger pour pouvoir être le plus... démocratique peut-être, ou du moins s'adresser au grand public, ce fameux grand public qui n'existe pas. Là. Puis ça conduit vers la professionnalisation, où les gens payent, ils ont des attentes, on sait très bien qu'ils ont des attentes, puis là, tout d'un coup, on se met à plaire. Et le danger de trop plaire, on tombe dans la gentillesse à quelque part. Oui, c'est ça. Puis il y a peut-être le 4e mur aussi. T'sais, le 4e mur, dans la mesure où, quand il y a un 4e mur, tu peux un peu te cacher derrière. Fait que là, peut-être que tu peux dire des choses plus difficiles, plus dures, plus chaotiques. Parce que, en fait, c'est plus toi qui les dis, c'est peut-être un personnage que tu mets en scène et le public sait très bien que c'est plus de l'artiste. Tu me dis que le 4e mur, il fait que le conte est moins gentil? Et plus gentil. Le 4e mur, en fait, ce qu'il ferait, c'est que quand il n'y a pas de 4e mur, c'est toi-même qui parles aux gens. Fait que là, c'est ça. Donc, tu deviens plus gentil parce que tu as un rapport, disons, plus direct. C'est toi en tant que personne qui est pas, disons, caché, puis je ne prends pas le sens caché péjorativement du tout, là, mais qui n'est pas masqué, en fait, par une entité que tu crées, qui est un personnage que tu vas incarner, par exemple. Fait que c'est un bon côté de la professionnalisation. Ça fait qu'à quelque part, avec les pratiques qui se développent, pour certaines pratiques, un 4e mur, il y a donc là la possibilité pour les conteurs d'être capables d'être un peu plus rentre-dedans parce qu'ils peuvent se cacher. Je pense pas qu'il y ait aucun conteur qui provoque un 4e mur qui va vouloir se cacher, mais surtout avec une distance critique face à son public pour pouvoir avoir une liberté de parole plus grande, peut-être? Ben moi, je pense que oui, sauf que il faut se le dire, puis il faut être au courant. Il faut pas être derrière un 4e mur comme on était en relation.
Ouais. Là, il faut l'utiliser, ce quatrième mur-là, Oui, c'est ça, faut puis être aller conscient. explorer des C'est choses. ça, c'est ça. Parce À qu'on- l'explorer, attends, à l'explorer, là, moi, mon objet, c'était un pot d'eau, genre pot maçon, avec une petite boule verte dedans qui flotte. C'est... là, je cherchais de quoi qui allait montrer que la petite boule verte, c'est le compte. Puis la petite boule verte, d'après moi, c'est notre propension à vouloir créer un secteur avec un centre bien déterminé, des frontières bien déterminées, puis beaucoup se questionner sur ce secteur-là, puis à un moment donné, en oubliant qu'il y a un vaste monde à l'extérieur de ça. Puis dans un vaste monde, en plus, dans lequel est le conte, puis qu'il faudrait peut-être aussi s'intéresser à explorer celui-là, parce que le conte, il y est déjà. J'ai fait un projet sur le storytelling, puis en publicité, en politique, en marketing, même dans les cours de justice, le storytelling, quelque chose qui est étudié, qui est utilisé, puis il y a des gens qui se disent compteurs là-dedans. Ouais. Puis, écoute, j'ai jamais entendu parler d'un compteur qui il n'y a pas de transfusion, il n'y a pas de personne qui vient de la pub qui est venue en compte, et inversement. Là. Ouais. Il n'y a comme pas de discours, puis on dirait qu'on veut se protéger de ces milieux-là en voulant créer un secteur qui est bien complet, qui est bien compact sur lui-même et qui s'intéresse à se définir, donc se regarder le nombril, se regarder le cœur, au lieu de se demander jusqu'où on peut aller. On est en train de faire un quatrième mur autour du conte, en fait. Peut-être. Ouais. Puis on parlait de physique un peu plus tôt. Finalement, on est rendu unidimensionnel. C'est comme si l'univers était plus multidimensionnel. On se replie sur nous, puis on explore. Mais ce que tu as dit un peu plus tôt, c'est justement le caractère de nouveauté du conte par rapport aux autres disciplines qui sont là depuis des décennies, qui ont eu le temps, en fait, de se roder, d'explorer, de se faire les dents, de se développer, de se démultiplier. Ouais. Alors, est-ce que, finalement, un de notre handicap, c'est pas justement le temps? Bien, c'est quand même drôle, là, de parler de nouveauté avec le conte. En fait, on parle pas du conte, on parle du renouveau du conte. Ouais, c'est pas la même chose. On s'entend, mais on pourrait se dire que... On pourrait se sentir aussi solide que la danse, si on voulait, là. Puis se dire que c'est pas parce que la danse, ils ont eu des institutions qui sont plus vieilles que celles en conte. Mais en pratique, ces arts-là sont aussi vieux. Ben oui, mais la professionnalisation du conte n'est pas aussi vieille que celle du théâtre. C'est beaucoup plus récent, le théâtre, et les comédiens sont professionnels depuis plus longtemps que les conteurs. Là. Le conte, ben, surtout au Québec, était un art amateur, à temps partiel, un sideline. On le faisait pour le plaisir. Je veux dire, si on retourne... je sais pas, moi, avant les années 70, des conteurs professionnels, on va les chercher longtemps, mais des comédiens professionnels, on en trouvait plein. Il y avait le cinéma, il y avait la radio. Mais c'est pour ça. En même temps, tu sais, tu regardes les débuts du sergent recruteur, les dimanches du conte, on s'entend que c'était du monde qui venait de plein de disciplines, il y avait quand même un éclatement qui était là, puis ma génération, donc, qui est venue... j'ai commencé à compter rencontrer le monde du conte autour de 2005, tu sais, vous autres, ça faisait... Pas encore 10 ans. Vous êtes arrivé 5 ans après les bons moments. Je sais, on s'est assez fait dire, Simonac. Mais c'est vrai que, tu sais, j'avais pas l'impression d'arriver dans un monde où l'objectif, c'était de tracer des frontières. Là. En tout cas, moi, j'ai rencontré par les dimanches du conte. Mais c'est vrai qu'assez vite, finalement, puis je repense ce que Jérôme Bérubé m'a dit l'autre jour, tu sais, qui est de même génération que moi, on a été encouragé à ne pas explorer. Là. En fait, puis lui, il a même poussé, on était découragé à explorer. Oui, mais c'est parce que, comme je dis, en fait, moi, si on retourne on est en 98, la naissance des Dimanches du conte, on prend les 3-4 premières années, la première vague peut-être, ou la première vague et demie, je ne sais pas. Et là, les conteurs arrivaient sur scène, puis il ne faut pas oublier, justement, on parlait de professionnalisation. À cette époque-là, les soirées étaient gratuites. Le public ne payait pas. C'était des collectifs. Alors, chacun emmenait une partie de public. Il y avait une multiplicité de public qui s'attendait à rien. C'était des amis qui venaient voir quelqu'un. Alors, il n'y avait aucune idée de ce qui allait se passer dans la soirée. Il n'y avait pas d'attente de ce côté-là. Les compteurs n'étaient pas payés. Il n'y avait pas à plaire à quelqu'un en particulier. Il y en avait plein d'explorations. Oui. Il y avait des explorations au niveau du contenu, il y avait des explorations au niveau de la forme. Puis, il y avait des hurluberlus qui arrivaient de nulle part, des extraterrestres qui avaient une parole tout croche. En fait, c'était le chaos total qui apprenait, à force de nous rencontrer, à mettre un peu d'ordre dans leur récit. Nous, on apprenait à mettre du chaos, finalement, dans notre récit. Puis, tu sais, je te rappelle aussi qu'à cette époque-là, il y avait souvent 3-4 poètes dans la salle, 3-4 comédiens, parce qu'il se passait quelque chose dans le conte. Tellement que le milieu les autres artistes venaient voir, mais qu'est-ce qui se passe dans le conte?
Moi, mon deuxième objet, c'est un microcontrôleur. En fait, on appelle ça un Arduino parce que c'est devenu un nom générique, un peu comme les Kleenex, en fait, pour les papiers mouchoirs. Et un microcontrôleur, en fait, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on met un programme informatique, puis on a des entrées et des sorties sur notre module. Et là, on peut brancher, en fait, différents capteurs puis différents déclencheurs. Pour donner une idée super simple, mettons, je pourrais brancher un détecteur de mouvement dans une entrée, puis en sortie, une lumière. Puis quand tu passes devant, évidemment, ça va allumer la lumière parce que j'ai fait un programme informatique. Puis moi, je m'intéresse à ça beaucoup aujourd'hui parce que je me suis toujours intéressé à l'art et à la technologie. J'en avais profité aussi pour faire une formation à la SAT, qui est la Société des arts technologiques sur Saint-Laurent, qui, eux autres, bien, leur mandat, hein, c'est de relier la technologie et l'art. À l'époque, j'avais fait de la formation, puis la pandémie a fait que je suis retourné à m'intéresser à ce microcontrôleur. Dans l'idée, bon, en premier, de l'intégrer à mes performances comptées, en me disant « Ah, je vais mettre des capteurs, je vais impliquer à un moment donné le public. » Puis, finalement, mon travail a glissé sur un poste d'écoute, qui est une longue histoire, mais en fait, ça va être un poste d'écoute de conte interactif et ça va me permettre d'explorer une nouvelle façon de raconter des histoires parce que c'est le logiciel, en fait, qui va choisir la suite du conte et non pas toi. Ouais, c'est ça. Tu m'en avais parlé, ce qui va donner combien de possibilités d'expérience? Écoute, théoriquement, c'est 8 exposant 8. Donc, c'est 8 fois 8 fois 8 fois 8. On arrive à 16 millions de combinaisons possibles, en fait, de 16 fichiers audio. Oui, effectivement, oui. Fait que ça devient complètement délirant, ce qui fait qu'on écoute toujours la même histoire. Le même conte, c'est un conte merveilleux, c'est une structure de conte merveilleux, mais la combinaison, en fait, des versions qui vont se suivre ne sera jamais la même. Fait que mon deuxième objet, c'est un papier sablé pour venir illustrer mon univers artistique. Papier sablé, surtout pour l'aspect friction. J'aime travailler dans la friction, j'aime le jazz. Tu sais, le jazz, ces moments-là où ça part, là, puis tu te dis, ben ça fausse, ça part de là, ça part de là. Le band, le guitariste est parti, là, il a pris de la drogue, il a oublié c'est quoi sa ligne mélodique, puis à un moment donné, tout en même temps, tac, la note reprend. Tu sais, c'est ces moments-là de friction, d'inquiétude où tu te dis, mais voyons, ça s'en va où? Qu'est-ce qu'on fait? On est où? On est puis j'aime ces lieux-là où on est à l'extérieur des horizons d'attente, des lieux communs, des sentiers battus. Tu sais, je m'intéresse beaucoup, je veux développer du moins une pratique de conte conceptuel. Puis c'est bien une affaire qui est compliquée à faire du conte conceptuel, c'est l'histoire. Parce que raconter une histoire, c'est quelque chose qui se passe plus dans les arts conceptuels. C'est l'idée qui prime d'abord dans le contenu. T'sais. Puis à un moment donné, raconter une histoire, mais ça devient enfargeant parce que moi, mon idée, je l'ai, elle existe, elle peut être représentée très simplement, mais là, il faut que je passe 15 minutes à raconter une histoire pour déployer cette idée-là. Mais l'idée, au bout de 5 minutes, un petit moment, tu l'as compris, là. T'as pas besoin du reste que le récit se termine à un moment donné. Fait que là, comment faire? Puis en me posant cette question-là, tout d'un coup, c'est là qu'il y a plein de concepts, plein d'idées qui me viennent pour créer dans ces lieux-là de friction. Dès que je suis trop confortable, je me dis, bah, si je suis confortable, c'est que ça a déjà été fait, c'est que je l'ai déjà fait, j'ai pas besoin d'aller là, il faut que j'aille ailleurs. On a parlé souvent des pratiques conceptuelles, puis de l'abstraction, puis de toutes ces pratiques-là qui ont été très développées en art visuel, mais en danse. Puis moi, j'ai envie de faire du conte conceptuel, mais c'est super compliqué. C'est vraiment... S'il y a bien une affaire que les pratiques conceptuelles puis les arts actuels ont mis de côté, c'est l'histoire. Il n'y a plus un narrateur qui nous raconte une histoire. Même souvent, il n'y a même plus d'histoire. Mais là, aussi, on fait un clin d'œil au nouveau roman où on a carrément rejeté l'intrigue, les personnages aussi. C'est ça. Puis là, on s'adapte, puis c'est encore ça aujourd'hui. Oui, mais c'est là peut-être aussi qu'il faudrait, par analogie, aller travailler par analogie aux autres arts. Ne serait-ce, bien évidemment, on n'avancerait peut-être pas, on reculerait dans le temps, mais au moins, on se donnerait peut-être un vocabulaire de base. Et là, on pourrait... Moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les arts visuels. Ma toile fétiche, c'est Guernica de Picasso, tu sais. Je veux dire, bon, évidemment, le bombardement d'une ville civile par 2 aviations militaires allemandes et fascistes italiennes, puis commandées par les nationalistes espagnols. Et tu as Picasso, au moment donné, qui va faire des esquisses et qui va mettre en image les horreurs. Et cette toile-là est intéressante. C'est pour au moins 2 raisons. Bon, au niveau du contenu, au niveau de la symbolique, tu sais, t'as le taureau, t'as le cheval de légende démembré, mais surtout au niveau formel. Picasso, et c'est pas rien du tout, c'est pour ça que c'est une œuvre de patrimoine mondial. Picasso réinvente une nouvelle manière
de représenter le réel. Ouais. C'est quand même pas rien. Puis Picasso, il a réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens avant lui. Ouais. Puis après lui, on s'en sert. Et là, on revient à ma sédimentation, donc les couches, à un moment donné, de réflexion formelle. Et là, ça devient... C'est là que la forme devient intéressante. Et c'est là que la forme devient du contenu. Oui, clairement. Et c'est ça. Fait que moi, je me sers, en fait, beaucoup de cette métaphore-là quand je fais, mettons, mes performances en compte, mais j'appelle ça des performances comptées, et je reviens à ce que tu disais, c'est ultra conceptuel. Ouais. Moi, quand je fais une performance de compte, c'est beaucoup plus l'idée du compte qui m'intéresse que l'action de compter. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, tu sais, c'est pour ça la bonne vieille question, c'est du compte ou c'est pas du compte, est absurde, parce que du moment que moi, je viens dire que c'est du compte, tout de suite, là, si ce que je viens faire ne respecte pas l'aura que décrit Benjamin de ce qu'est une discipline, ou l'horizon d'attente plutôt. Tu sais, l'idée de l'horizon d'attente, c'est que quand je vais voir du compte, je m'attends à quoi? Je m'attends à avoir quelqu'un sur scène qui me raconte une histoire, mais là, je regarde l'affiche, puis l'affiche, elle me donne un autre niveau d'information. Fait que plus j'avance dans mon expérience, plus je m'approche de l'expérience, plus mon horizon d'attente se construit par rapport à de mes connaissances encyclopédiques sur ce qu'il y a du compte. Bien, ultimement, si je viens dire que c'est du compte, puis là, ce que je m'en vais faire sur scène, c'est tout à fait contre l'horizon d'attente normal. Mais pour moi, là, c'est dynamique, tu sais, là, c'est riche. Là, comme on s'en fout si c'est du compte ou pas du compte, là, tu sais, je prends ta performance comptée, celle où finalement tu te caches derrière l'écran, où le texte défile. En nommant ça du compte, pour moi, c'est super intéressant. On vient parler du mutisme, on vient parler de l'impossibilité de parole directe, on vient de l'écran qui s'interpose, parce que... Puis on peut faire ces niveaux d'analyse-là parce qu'on est venu dire que c'était du conte. Si on avait dit que c'était de la danse, on aurait dit autre chose sur l'œuvre, tu sais. Fait que la définition que l'artiste en donne, pour moi, ça suffit tout à fait à elle-même. C'est comme un peu... tu sais, c'est un peu la... Ben, en fait, c'est un peu grossier et généralisé, mais c'est la différence entre l'art et l'industrie culturelle. Oui. Avec ton horizon d'attente, on est dans l'industrie culturelle. Oui, clairement. Là, respecter l'horizon d'attente. Là, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire comme conteur. Je veux dire, on a envie de faire de l'art ou on a envie de faire du divertissement. Puis il faut aussi être ultra critique parce qu'on peut avoir l'impression qu'on fait de l'art, mais on fait littéralement du divertissement. Moi, quand je faisais mes performances, ça me faisait sourire parce que, je veux dire, j'affirme rien quand je fais mes performances. Je questionne. Là, si les gens voient pas le point d'interrogation, c'est pas de ma faute, là. Mais moi, tu sais, la question que je pose, c'est, OK, je suis un artiste, je suis reconnu comme tel par mon milieu, j'ai des bourses du Conseil des arts, donc j'ai comme plein de flèches qui pointent, ce gars est un conteur. Puis là, à un moment donné, je fais de l'anti-compte. Oui, c'est ça. Fait que là... C'est ça. Là, où je suis dans tout ça, est-ce que je suis encore un conteur? Oui. OK, c'est quoi le compte d'abord? Là, on va discuter. Puis là, on revient un petit peu à la forme du conte. Puis c'est intéressant parce que l'histoire de l'art, c'est questionner sur sa spécificité pour dépasser sa forme. En fait, pas pour dépasser, mais pour explorer sa forme. Ouais, okay. Alors, le conte, tu dis, ben, OK, c'est quoi le conte? Parce que là, c'est quoi pas la forme, mettons les formes. Puis là, en fait, j'en suis rendu à un moment donné. En fait, c'est même plus c'est quoi les formes du conte, c'est quoi les éléments de la forme. Et là, tu commences à mettre des éléments. Tu dis, le conte est figuratif. Parce que moi, quand je te raconte une histoire, tu vois des images. Et là, tout à coup, ma métaphore avec les arts visuels, elle fonctionne. Parce qu'au 19e siècle, la peinture a remis en cause la figuration, la représentation. Fait que là, tu dis, il y a des analogies à faire. Est-ce qu'on pourrait aller piocher dans le vocabulaire des arts visuels, dans leur histoire, pour aller apporter de l'eau au moulin? Oui, c'est ça. Le conte est linéaire ou chronologique. Il y a la notion de temps, il y a la notion de linéaire. C'est un peu par opposition, mettons, au circulaire ou au fragmentaire. Mais, raconter un conte fragmentaire qui n'a plus de lien linéaire, ça devient intéressant. Là, c'est la métaphore du casse-tête. Il y a une richesse qui est là de... Tu sais, je pense à un ami qui me disait qu'on n'a pas tant besoin d'aller chercher ces parallèles-là avec d'autres disciplines parce que finalement, dans comment elle s'incarne dans le conte va tellement être différent que vaut mieux qu'on... Là, je paraphrase, mais tu sais, vaut mieux se questionner sur nos mouvements à nous que vouloir amener les mouvements de l'extérieur. L'ennui, c'est quand même tu commences... C'est difficile de commencer de façon immanente. OK, on va venir chercher sans paramètres sur lesquels... Puis comme il n'y a personne qui prend
qui prend position clairement, mais le surréaliste est arrivé parce qu'à un moment donné, il y a du monde qui ont refusé au salon principal à Paris. Oui, puis le surréaliste, c'est la philosophie, c'est la littérature, c'est le cinéma. Les impressionnistes, excuse-moi. Oui, mais anyway, tous ces ismes-là sont multidisciplinaires. Fait qu'on revient un peu à ta boule verte à un moment donné. C'est comme comment tu veux te frotter à l'univers qui t'entoure si, à un moment donné, tu te refermes sur toi. Puis, tu sais, y a-tu une affaire qui est plus poreuse et transversale que le fait de raconter une histoire? Tu sais, c'est quand même... On devrait être partout, là, dans le fond. Comme les humoristes sont partout. Les autres, ils ont compris l'affaire. Là, ils écrivent des séries télé, autant, même des dramatiques, des fois, même s'ils sont humoristes. Mais parce que le rire, c'est un peu partout. Mais s'il y a bien une affaire qui est encore plus partout, c'est raconter une histoire. Tu sais, il y a une porosité dans notre discipline qui devrait nous permettre d'aller explorer tous les territoires possibles et imaginables. Là. En fait, ça se fait, c'est juste que c'est pas les conteurs qui le font. Parce que c'est ça, le comédien emprunte au conte, l'humoriste emprunte au conte, en fait, le scénariste emprunte au conte, le journaliste emprunte au conte, le publiciste, en fait, tout le monde emprunte au conte. Puis nous, on est là à regarder ce qui se passe. Ben, dans le petit secteur. On parlait du conte urbain tout à l'heure. Bon, le conte urbain, étrangement, il est pas les compteurs ne l'utilisent pas. Puis quand je parle pas de conte qui se passe dans la ville, je parle de conte décapant. Puis le conte urbain, c'est complètement à l'opposé du conte bienveillant, du conte réconfortant. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que le conte, je souligne, le conte urbain a été inventé par le théâtre, pas par le milieu du conte, par Yvan Bienvenu. Mais quand tu as commencé à faire tes contes urbains, il y avait les contes urbains. Ça existait déjà, le terme. Okay. C'est ça, oui. Ben, en fait, moi, ce que j'ai apporté comme différence, c'est que les contes urbains d'Yvan Bienvenu, puis même s'il n'aime pas l'entendre dire, en fait, c'est du monologue théâtral. Hein, c'est des textes qui sont écrits au jeu, et c'est des comédiens qui viennent personnaliser un personnage, qui vont raconter au jeu, en fait, leur univers. Et le conte urbain du conte, ben, en fait, c'est un narrateur, c'est un conteur qui va narrer à la troisième personne l'histoire d'un personnage. Alors, mes contes urbains étaient plus dans la tradition du conte, effectivement. Là. Mais je partageais avec les conteurs urbains et les conteuses urbains l'univers qui était très décapant. Et c'était ultra social, ultra politique, c'était les injustices, c'était ultra sociétal. Et il y avait pas. Puis à l'époque, on parlait de quatrième mur tout à l'heure. Moi, j'en avais pas de quatrième mur. Et je voyais vraiment que quand j'allais, tu sais, dans un contenu ultra difficile, que le public, à un moment donné, se recroquevillait. Je voyais littéralement les gens, à un moment donné, qui se repliaient, là. Et là, puis là, évidemment, tu es en train de compter. Fait que là, tu es un peu embêté. Ça m'a pris... Puis évidemment, je n'avais pas le vocabulaire ni l'expérience à l'époque pour mettre le doigt, justement, sur ce fameux quatrième mur. Parce que je me suis amusé après justement, à aller poser le quatrième mur quand je faisais ce type de conte-là, et ça fonctionnait beaucoup mieux. Et pour moi... Parce que, tu sais, t'es là, tu racontes des gens, puis là, tes voix changer de couleur. Là, c'est à cause de moi. Et à cause de mes histoires. Et la personne t'a programmé de faire... Puis quand j'allais voir les contes urbains, ça passait beaucoup plus facilement parce qu'effectivement, c'était pas l'humain qui venait raconter au public, c'était un personnage qui était costumé. Oui. Mais tu vois, je me dis, à un moment donné, y a-tu pas la possibilité... Parce que dans ce qu'on s'imagine qu'est le conte, c'est une personne, c'est un humain qui vient raconter une histoire. Puis, tu sais, dans les faits, pourquoi ça? Mettons, on revient à la base. Pourquoi il faut toujours que ce soit un humain qui se hisse, qui se mette sur le piédestal? Mon troisième objet aurait pu être un piédestal. Qui vient se hisser, prendre un pouvoir, celui de la parole, qui n'est pas un petit pouvoir, on le sait, puis qui va venir pendant 1 heure, 1 heure et demie, pour un solo, mettons, va venir occuper les oreilles de l'autre. Moi, mon troisième objet, c'est une boule de cristal. En stylomousse. Oui, en fait, non, conceptuelle. C'est une boule de cristal conceptuelle. Mais le problème, parce que la boule de cristal, ben, c'est un peu l'avenir du conte, mais ma boule de cristal est opaque. Fait que c'est bien dur à voir. C'est comme si tu regardes dans le brouillard. En fait, puis si elle n'était pas opaque, elle serait probablement grise. Mais grise, en fait, le gris, c'est entre la lumière et la noirceur, parce que, en fait, je ne suis pas capable de voir l'avenir du conte. J'ai aucune idée. Mais je sais très bien ce que j'aimerais voir, par exemple. Et là, c'est là que ma boule de cristal devrait se changer en, tu sais, les pièces de jeu de domino, là, que tu mets debout les unes après les autres, puis ensuite, tu peux t'en fais tomber une, puis ça crée une chaîne
de pièces qui tombent. Alors, ma première pièce, en fait, de domino, l'avenir du conte, c'est les collectifs de contes. Les collectifs de contes parce que tu as des conteurs de partout qui arrivent. Tu as des conteurs d'expérience, de la relève, de monsieur tout le monde qui décide qu'il y a une histoire puis qui veut la raconter. En fait, donc, on revient à l'idée de diversité. Et cette pièce de domino, qui est le collectif du conte, va tomber sur une autre pièce, puis là, on va comme créer une chaîne, va tomber sur les soirées de conte, pas sur les spectacles, mais on a l'idée de soirée qui est plus informelle. Et les soirées de conte tombent sur une autre pièce qui sont les micros ouverts, parce que les micros ouverts, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va emmener encore d'autres paroles qui se seraient peut-être pas exprimées. Et là, on crée une chaîne, puis ensuite, l'autre chaîne, en fait, l'autre pièce, c'est le public. Parce que là, on a fait un collectif. Ces gens-là arrivent de partout. Il y a du monde dans le public qui ont emmené leur public. Et là, on se retrouve avec un public ultra bigarré, ultra diversifié. C'est pas un thème qui les a portés. En fait, ils n'ont pas d'attente. Ils savent pas ce qui va se passer. Parce qu'ils sont venus avec des amis. Donc, ils vont découvrir de la parole pendant le reste de la soirée. Il n'y a pas de relation. L'autre pièce, il n'y a pas d'argent. On n'est pas dans la professionnalisation. On est dans le plaisir. Et le public ne paye pas. Le public ne paye pas, il n'y a pas d'attente. Les compteurs ne sont pas payés. À un moment donné, la parole se libère. Ils n'ont pas à séduire. Et là, qui sait, mettons, dans le rêve, parce qu'on est dans le conte rêvons, puis allons même dans le conte merveilleux, imaginons que, ce moteur-là, réactive un nouveau bassin de compteurs, un nouveau bassin public, peut-être un nouveau bassin de médias, parce que, je veux dire, le conte est beaucoup absent dans les médias. Oui, de temps en temps, il y a des relations de presse, mais il y a eu une époque, regarde, pour rester dans le conte, au début des dimanches du conte, on avait un dossier de presse tellement haut que quand on montait sur le dossier de presse, on avait peut-être des nuages. Ça, c'est-tu de la presse? Fait que c'est mon objet, c'est ma boule de cristal. Toi, t'as apporté... Ouais, moi, j'ai amené l'avenir du conte. Hey, l'avenir du conte, on le sait-tu, hein? On ne sait pas. Mais non, j'ai ressorti des boules à mythe, mon bon vieux carré rouge de 2012. C'est l'officiel, celui que j'ai porté tout le long des manifs. Sûrement que je n'ai perdu un, puis on m'en a donné d'autres entre-temps. Mais carré rouge parce que, tu sais, autant que toi, quelque part, tu nous parles d'une certaine démocratisation d'une pratique, finalement, dans notre secteur. Mais moi, dans le fond, j'irais jusqu'à une politisation du fait même de raconter. Tu sais, je n'ai parlé plus tôt, mais c'est tout dans l'idée de se dire que de raconter une histoire, c'est un geste politique. De prendre parole, c'est un geste politique. C'est pas vrai, d'après moi, qu'on peut aller raconter sans se demander qu'est-ce que je suis en train de faire comme geste dans le contexte actuel, dans l'historicité de ce qui est de prendre parole devant ce type de public-là, dans ce lieu-là. Et de rester très humble, assurément, devant cette prise de pouvoir-là, qui est de se hisser et de dire, et de donc demander que les autres se taisent et écoutent. C'est quand même... C'est pas rien, là. C'est quasiment un peu dogmatique, là. Mais donc aussi qu'on vienne chercher à se demander comment faire en sorte qu'on ne soit pas les seuls porteurs de cette parole-là, finalement. Tu sais, moi, je suis vraiment pas un conteur qui va dans les écoles. Je respecte énormément ces pratiques-là, mais c'est pas ma tasse de thé. Là. J'aime la recherche, puis aller dans les écoles, ça me demande trop de réaliser la chose. Puis, fait que c'est sûr que ma réponse à moi ne sera pas d'aller faire des ateliers, d'aller nécessairement donner la parole dans plein de contextes, chose qu'il faut qu'il se fasse, qui se fait, qu'il faut qu'il se fasse encore plus, mais assurément de déconstruire ma posture de moi et de révéler ma posture de homme blanc en train de prendre parole. Aujourd'hui, c'est vraiment je pense d'autant plus aujourd'hui, là, c'est vraiment pas rien faire ça, là, pour qui je suis, de venir me hisser devant les autres. Puis je peux pas juste dire non, moi c'est correct, j'ai le droit, j'ai reçu des subventions, je suis reconnu, j'ai le droit, j'ai un droit vers ce lieu-là, j'ai une reconnaissance. Non,
Tu sais, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de l'humanité, ultimement, qu'est-ce que tu défends, puis quelle posture que tu décides de prendre dans ta société, puis dans ce moment-là, et ce temps-là, et ce lieu-là de la transmission. Pour moi, c'est majeur. On revient au rapport humain, justement, de représentation, puis de relation et de participation. Et effectivement, moi aussi, je veux dire, je me retrouve sur une scène et j'ai la parole. On me donne la parole. Puis là, c'est comme s'il y avait une habitude qui avait été créée. Cette habitude-là remonte à loin. Elle remonte au primaire quand tu es enfant, tu es un élève à l'école et qu'on t'apprend à faire des rangs, qu'on t'apprend à écouter, qu'on t'apprend la discipline, qu'on t'apprend les conséquences. Puis, à un moment donné, là, on se demande comment ça se fait qu'on se retrouve finalement dans une société ultra obéissante. Et tout est normalisé quelque part. Mais moi, j'aime cette idée-là parce que l'idée d'être en représentation, et cette idée-là, en fait, ce rapport-là, il est ultra politique. C'est un rapport problématique, non seulement... le compteur, il y a cette prise de pouvoir-là, mais en plus, le public, il y a une attente de passivité. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'art furtif, d'infiltration in situ en espace urbain, puis je me suis rendu compte que quand je réussissais à rentrer en relation avec la personne sans qu'elle sache que je suis un artiste, la relation qui était créée ou le moment de racontage qu'il y avait devenait d'une richesse incroyable. Dès que le monde savait que je suis un conteur, que je suis un artiste, puis j'ai marché avec des gens, j'ai été faire l'épicerie avec des gens, tu sais, je les accompagnais je les ai pognés sur le coin de la rue, puis hey, où je raconte une histoire. Des fois, c'était ça, des fois, c'était... J'essayais de trouver des façons qui ne sachent même pas que j'avais l'intention de raconter une histoire pour essayer qu'il n'y ait pas ce moment-là où la personne, le public, donc cette personne que j'accoste, s'assoit sur son derrière puis se dise « Ah, je n'ai pas à charge cette relation-là actuellement. Ce n'est plus de ma responsabilité. C'est quand même impressionnant là, qu'on a une pratique... La pratique artistique, la pratique du spectacle, finalement, qui est basée sur la déresponsabilisation du public. Ou en fait, sa seule responsabilité, c'est de ne pas déranger. Là. Tu sais, c'est politiquement, qu'est-ce qu'on vient de dire à chaque fois qu'on fait ça? En gros, ça veut dire que le conte, comme on le pratique actuellement, est une pratique un peu néolibérale. Tu sais, non, mais à quelque part, il y a celui qui a le droit de prendre parole, il y a celui... Puis après ça, c'est monsieur, madame, tout le monde, quand ils vont se raconter, il faut qu'ils se racontent soi. Ils n'ont pas accès à la fiction, il faut qu'ils se racontent soi, parce qu'il faut magnifier l'individu. En tout cas, le divertissement, la société du spectacle. Voilà. C'est ça. L'industrie culturelle. On est retourné au début. Voilà. Moi, j'ai bien l'intention de ne pas être d'accord sur quelque chose que tu as dit, même si je ne t'ai pas encore averti. Non, mais j'espère bien. J'espère bien.